En manchette aujourd'hui, Mathieu Allaire formellement accusé du meurtre de sa mère et pas de verdict dans le dossier de James Testa. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelle. On débute le bulletin dans le monde judiciaire alors que Mathieu Allaire, la personne d'intérêt dans l'affaire de meurtre à Normétal, était de retour en cours ce matin du côté de la Sarre. Et Olivier, il est officiellement accusé du meurtre de sa mère. Absolument, Anthony. On ne connaît cependant pas pour le moment le degré du chef d'accusation de meurtre. L'homme de 32 ans qui aurait assassiné sa mère dans sa résidence de Normétal le 22 septembre dernier. Ce chef s'ajoute à celui d'incendie criminel puisqu'il aurait également mis le feu à la demeure dans laquelle l'homicide a eu lieu. Au cours de la brève comparution, nous avons appris qu'il sera représenté par deux avocates dans le cadre des deux événements. Il s'agit d'Élise Pinsonneau et de Catherine Ranalli. Allaire devra respecter la condition de ne pas rentrer en contact de quelconque façon avec plusieurs personnes, dont des membres de sa famille. Il reviendra en cours le 9 décembre prochain pour la gestion de son dossier. D'ici là, l'individu demeure détenu du côté de la prison de Hull. Parfait. Et toujours dans le monde judiciaire, il y avait aussi le dossier de James Testa qui revenait devant la cour à Rwanda. Et Olivier, le verdict de l'accusé devra attendre. Effectivement, la juge Manon Lapointe a annoncé ce matin que le prononcé du verdict est reporté au 12 décembre prochain. La magistrate a expliqué qu'elle a besoin de plus de temps pour rendre sa décision. Et je me suis entretenu ce matin avec maître Andréane Gagnon, qui est l'une des procureurs responsables dans ce dossier. Elle mentionne qu'elle n'anticipait pas un report, mais qu'il est normal dans les circonstances qu'un peu plus de temps soit nécessaire. On l'écoute. Considérant la nature de la preuve, le nombre de chefs d'accusation et le fait que quand c'est un juge seul, le juge a l'obligation de faire la motivation de sa décision pour chaque chef, de pourquoi, du comment, de pourquoi il est coupable ou non coupable et tout ça. Donc, c'est pas étonnant considérant la nature du procès. Un délai en général de cette nature-là n'est pas, à notre sens, de mauvaise ou bonne augure. La poursuite m'a mentionné qu'elle poursuit son travail dans le dossier en rencontrant les potentielles victimes qu'elle a fait témoigner. Les procureurs étudient aussi les possibles sentences qu'elle pourrait demander à la juge advenant que Testa ait un verdict de culpabilité. Parfait, merci Olivier. On suit bien sûr les deux dossiers. Je vous en prie. Et dans un autre ordre d'idées, les travaux du centre aquatique à Rwanda avancent bien. Et Roxane, vous êtes allée sur place, oui. Exactement, Anthony. Un peu plus tôt ce matin, j'ai été visiter le chantier du centre aquatique de Rouyn-Noranda situé dans le stationnement du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Plusieurs étapes essentielles ont été franchies et présentement, les fondations du bâtiment sont presque complétées. On parle ici du fond et des murs des futures piscines qui ont été coulées. D'ici quelques semaines, les citoyens de la ville vont pouvoir apercevoir la structure en bois commencer à être installée sur les fondations. Le chantier de 35 millions de dollars respecte pour l'instant son échéancier. Le projet, qui nécessite 400 jours de travaux de construction, devrait être livré à la fin de l'automne 2026. On écoute la directrice des travaux publics et des services techniques à la ville de Rouyn-Noranda, Hélène Piouz. Comme vous avez pu voir, là, les travaux ont débuté et là, ensuite de ça, on s'en vient de plus en plus vers la partie plus visible de la construction. Là, on a fait les travaux souterrains, mais éventuellement, là, dans les prochaines semaines, vous allez voir, ça va aller assez rapidement. On va commencer à voir la structure se monter. Puis ensuite de ça, la piscine va prendre de plus en plus forme. Là. Donc actuellement, non, on n'a pas de pépin. On est dans les temps, on est dans les objectifs aussi. Puis on est vraiment au niveau des coûts. On avait prévu, vous le savez, quand on est dans le souterrain, on avait toujours prévu des contingences. Puis actuellement, là, on est bien en deçà, là. Je vous reviens avec plus de détails et les réactions de la mairesse Diane Dallaire au TVA 18h. Parfait, merci beaucoup, Roxane. Et alors que Macamic et Amos ont vu de nouvelles places en CPE confirmées plus tôt cette semaine, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, annonce 220 places dans sa circonscription. Ce sont 3 nouvelles garderies qui sont actuellement en construction à Val-d'Or, l'une près de l'hôpital, l'autre près de l'aéroport et une dernière dans le secteur de Dubuisson. De même que l'agrandissement d'un CPE à Malartic, c'est donc l'aboutissement de 7 ans de démarche avec le ministère de la Famille.
La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et faisons un petit saut en politique municipale puisqu'à la question du jour, on vous demande « Jugez-vous la couverture médiatique des élections municipales suffisante dans la région? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et sur nos routes maintenant, l'ouverture du pont qui relie les deux parties de la municipalité de Berry est retardée, une situation qui pourrait amener son lot de défis. Les explications avec Noémie Rondeau. Les citoyens de la municipalité de Berry doivent s'armer de patience. Les travaux sur le pont qui relie les paroisses de Saint-Nazaire et de Saint-Gérard sont prolongés. Initialement, le pont devait rouvrir au public demain, mais ça se fera au plus tard à la mi-novembre. Les sentiments, c'est que je peux souligner quand même que les gens de Berry ont été très patients. J'ai toujours des inquiétudes, j'ai toujours des choses, des questions que je me garde en réserve au cas où il arrive des circonstances incontrôlables, donc pour vraiment faire une liaison nord-sud. La municipalité a hâte que ce dossier soit derrière elle, alors que le pont est complètement fermé à la circulation depuis le mois de juin dernier. Résultat, les citoyens doivent faire un détour d'environ 100 km aller-retour. Une situation qui cause des maux de tête à plusieurs niveaux. L'impact le plus terrible que je trouve, c'est au niveau scolaire. Le niveau scolaire, c'est que les gens du primaire, il y a des enfants qui se levaient très tôt pour prendre l'autobus. Ces choses-là, ça demande un détour énorme. Fait que c'est ça que je dénonçais un peu en partie parce que, en plus de d'autres choses. Le ministère des Transports du Québec se dit conscient des inconvénients causés par cette situation. On nous explique que des difficultés en chantier ont été rencontrées par l'entrepreneur, notamment en ce qui concerne le plantage des pilleux. Le MTQ assure toutefois que les travaux critiques sont faits et les dernières étapes, même si elles dépendent entre autres des conditions météorologiques, ne vont pas freiner la réouverture du pont avant l'hiver. Le ministère va quand même procéder à la réouverture du pont avant l'hiver en effectuant un asphaltage temporaire parce qu'on tient vraiment à procéder à cette réouverture-là. S'il demeure des travaux à réaliser, à ce moment-là, ils seront à compléter l'été prochain, mais il n'y aura pas de refermeture du pont à ce moment-là. Du côté de la municipalité, on nous confie que les échanges ont été difficiles avec le MTQ. Pour de futurs projets, elle espère pouvoir compter sur une meilleure collaboration avec le ministère. Noémie Rondeau, RNC Nouvelles, Berry. Pour une toute dernière fois, le gala d'humour du Gros Boc revient en Abitibi-Témiscamingue. Soyez avec nous au retour pour tout savoir du dernier tour de piste de l'événement. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 3 octobre dernier, la Société de développement du Témiscamingue, en collaboration avec la MRC et FP Innovation, a dévoilé les résultats d'une étude sur la diversification des ressources forestières. La cartographie de la ressource et l'identification de nouvelles pistes de développement visent à orienter collectivement l'avenir du secteur forestier au Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au culturel, pour une toute dernière fois, le gala d'humour du Gros Boc revient en Abitibi-Témiscamingue. Ce gala, créé par l'humoriste valdorien Déric Frenette, a permis à plusieurs humoristes de la relève de venir jouer leur matériel en Abitibi-Témiscamingue à travers ces 8 éditions. Pour clôturer ce grand rendez-vous humoristique en beauté, Déric sera accompagné de 3 invités de taille, les humoristes Rachel Élie, Stéphane Poirier et Andy Saint-Louis. Le spectacle est présenté ce soir au Théâtre du Cuivre et demain au Théâtre Liliane Perrault de la Sarre. Et au sport maintenant, après des travaux amorcés en 2023, la communauté Anishinaabe de Lac-Simon dispose enfin de son propre amphithéâtre permettant aux jeunes et aux moins jeunes de pratiquer leur sport favori. Zachary Drosier s'est rendu sur place. Construit au coût de 20 millions de dollars, l'aréna du Lac-Simon a été officiellement inaugurée mercredi. Le bâtiment comprend une patinoire aux dimensions de la Ligue nationale de hockey, un restaurant ainsi qu'une coursive aménagée pour la marche et la course. Pour plusieurs membres de la communauté, il s'agit d'un rêve devenu réalité. Les gens de la communauté diraient que c'est un rêve. Ça fait longtemps qu'ils souhaitent avoir un complexe sportif. Effectivement, c'est des grands sportifs, autant au niveau du hockey, mais du ballon-ballet. Présentement, on a un tournoi qui se fait des jeunes mineurs, donc des 18 ans et moins. Puis c'est uniquement du ballon-ballet, puis ça fonctionne 4 jours, puis ça commence aux petites heures, vers 8-9 heures le matin jusqu'à très tard le soir. Fait que c'est un besoin. Puis effectivement, en étant sur la communauté, bien, il y a toute la logistique des déplacements.
c'est dans la course, c'est chez eux, fait que c'est facilitant pour plusieurs personnes. Jusqu'à tout récemment, les habitants du Lac-Simon devaient se déplacer à Val-d'Or ou ailleurs en région pour pratiquer différents sports. C'est un grand besoin sur la communauté, puis on le voit avec l'horaire. L'horaire, dans le fond, est pratiquement pleine. Puis c'est 80 des gens de la communauté qui font la réservation de ces plages horaires-là. Fait que ça détermine le besoin. Si l'aréna était vide, on se dirait pourquoi qu'on a fait ça, mais au contraire, elle est remplie pratiquement en totalité. Fait que c'était un besoin, puis les gens sont très fiers. Un match des anciens Canadiens y a d'ailleurs été présenté en mai 2025. L'aréna pourra aussi accueillir des matchs d'une structure de hockey bien connue à Val-d'Or. Il va y avoir des matchs aussi du Filon qui vont être ici. Fait que, il va y avoir plusieurs partenaires potentiels, que ce soit avec des associations. On est près de l'association, je vais dire, des amis du hockey mineur de Barreau-de-Santerre, mais aussi de Val-d'Or. Des fois, on a une problématique de glace. Bien, ça vient répondre à un besoin aussi. Cette nouvelle installation profite à toute la communauté. Elle crée aussi des emplois et stimule l'économie locale. Quand on fait une infrastructure de cette envergure-là, effectivement, tout le pôle en bénéficie, que ce soit la MRC, que ce soit les communautés Anishinaabe ou même les communautés CRI avoisinantes, ça devient un attrait pour tout le monde. Fait que, oui, on a une tarification des loisirs qui est, je vais dire, avantageuse pour les membres, les résidents de la communauté, mais tout le monde est bienvenu à Lac-Simon pour pouvoir profiter et venir voir cette infrastructure-là. Alors qu'un tournoi réunissant des équipes autochtones d'un peu partout au Québec se déroule en ce moment à l'aréna du Lac-Simon, plusieurs autres événements et compétitions sont déjà prévus au cours des prochains mois. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Lac-Simon. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est des nuages qui devraient se changer en pluie en après-midi pour l'Abitibi, alors que des averses sont déjà prévues pour le Témiscamingue. Les maximums oscilleront entre 10 et 11 degrés. Pour ce soir et cette nuit, c'est toujours de la pluie, mais qui devrait cesser au courant de la nuit au Témiscamingue. Les minimums seront entre 7 et 8 degrés. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au TV à 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.